Merci de nous accueillir. Je suis ravie d'être ici et aussi d'avoir la possibilité de parler avec vous. Merci de vous être déplacés et aussi à ceux qui nous rejoignent online. Je m'appelle Antonella Forgani et je suis professeure de droit à l'ESCA et j'ai rejoint Thomas dans l'Institut Europe-Asie. Juste peut-être une petite précision sur les domaines d'intervention, on va dire, des recherches de l'Institut. Il s'agit du plus ancien institut à l'ESCA de recherche et dans le cadre de cet institut, nous avons de nombreux membres de la faculté mais aussi des membres affiliés internationaux et cela nous permet de développer tout un éventail de thématiques qui vont de l'intégration européenne à la relation justement, comme le nom le dit, entre l'Europe et l'Asie en général, donc différents pays asiatiques. Et de l'autre côté, nous avons autres deux volets qui sont de plus en plus importants au sein de l'Institut, l'innovation. Et donc, dans ces cadres, vous comprendrez bien les thématiques liées à la politique spatiale et les développements soutenables. Donc, dans cette conférence de ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Thomas Orber, le directeur de l'Institut, venir nous parler des deux thématiques qui sont liées. D'un côté, effectivement, les politiques de l'espace, la politique spatiale à niveau national, supranational, mais international aussi, et les problèmes liés au développement sustainable development de l'espace, parce que ce sont des activités qui interrogent énormément sur cet aspect. Thomas a à son actif un grand nombre de publications sur le sujet, pas seulement des articles académiques dans des revues classées, des revues un comité de lecture, mais aussi des ouvrages et vous pouvez voir, ils sont en train de passer par le public, des ouvrages qui concernent différents aspects de la politique spatiale, déjà comme politique qui permet l'intégration au niveau européen, sous cet un aspect. De l'autre côté, tous les aspects liés à la commercialisation de l'espace, c'est vraiment ce qui nous fait réfléchir beaucoup aujourd'hui sur les nouveaux acteurs qui interviennent au-delà des États, qui sont des acteurs traditionnels dans les domaines de l'espace, mais aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises privées, et c'est les implications que cela amène, et d'autres thématiques qui sont quand même très importantes concernant les développements soutenables. Donc, à ce point, je laisse la parole à Thomas pour continuer. Merci beaucoup. Merci Antonella pour cette introduction, c'est très gentil. C'est la deuxième fois que je suis à l'ESEO ici. Déjà l'année dernière, je suis venu pour introduire un de nos chercheurs affiliés qui vous a parlé aussi sur les aspects spatials et la recherche spatiale qui se fait dans l'Eurasia Institute. Donc aujourd'hui, je suis un peu désolé pour vous, effectivement, parce qu'à l'origine, on a prévu que le directeur général, l'ancien directeur général de l'ESA, donc de l'Agence spatiale européenne, va venir pour donner un discours. Donc je suis juste le deuxième choix. Mais je vais essayer de faire mon mieux pour vous éclairer un peu sur la politique spatiale et surtout sur le lien entre la durabilité et la politique spatiale. Il y a plusieurs aspects, on va voir ça dans la présentation dans un moment. Je vais vous dire quand même quelque chose, quelques points sur moi pour que vous savez avec qui vous parlez, qui vous parle. Je suis allemand d'origine, ça fait 18 ans que je suis arrivé ici à Angers. Maintenant, je suis directeur de l'Eurasia Institute et aussi doyen de la faculté au campus d'Angers, de l'ESCA. J'ai fait mes études à Cambridge, principalement, mais aussi à Heidelberg en Allemagne. Et après, je suis allé 2 ans au Canada pour enseigner principalement des études européennes. Et l'introduction de l'Antonella sur la politique spatiale, c'était assez intéressant parce que là, on a parlé effectivement de
des détails de commercialisation, militarisation des politiques de la politique spatiale. Mais à l'origine, ça devient effectivement de mon intérêt pour l'intégration européenne. Donc, la politique spatiale, au début, c'était pas si important. Ce qui était important, c'était vraiment comprendre qu'est-ce qu'avance l'intégration européenne. Donc, l'Union européenne et tout ce qui va avec. Et j'ai trouvé après un certain temps que, effectivement, la durabilité et aussi la politique spatiale, ce sont des politiques qui avancent vraiment, où l'intégration européenne avance plus rapidement que dans les autres politiques, par exemple la défense ou la politique étrangère. Et c'est aussi pourquoi je me consacrais un peu là-dessus pour écrire effectivement, maintenant ce sont 7-8 livres qui j'ai édités sur ces sujets-là, les différents aspects qu'Antonella Refogani a bien introduits au début. Donc ce soir, on va parler sur les liens entre la durabilité et le spatial. Donc malheureusement, j'ai la présentation en anglais, j'espère que vous allez pouvoir suivre. Moi, je vais faire j'espère que mon français va être au niveau pour expliquer bien les termes, mais principalement, je pense que c'est pas si difficile parce que les termes techniques surtout sont assez souvent assez proches dans les deux langues. Donc sur ces premiers slides là, vous voyez les définitions, effectivement, de quoi on parle. Donc qu'est-ce que l'espace? La définition, il n'y a pas une définition, il n'y a pas une bonne définition, mais la définition qui est le plus souvent utilisée, c'est effectivement les Kármán lines, donc un niveau à 100 km en dessous des niveaux de la mer, en moyenne. Donc ça, c'est l'espace au-dessus, et en dessous, c'est l'atmosphère, ou c'est la partie, ça c'est compté pour à partir de la Terre. Qu'est-ce que la durabilité? Il y a aussi des concepts différents qui ont peu avancé ici. La référence les plus utilisées, c'est les rapports de Brundtland des Nations Unies des années de l'année 87, où vous avez la définition effectivement que la durabilité, c'est la survie de l'humanité. Et après, les processus qui mettent ça en place, c'est appelé le développement durable. Le développement durable, ce qui vient effectivement des Brundtland Report. Et là, il y a trois éléments là-dedans qui sont avancés. Ici, première chose, une définition. La durabilité, ce serait de maintenir la Terre pour des générations futures, donc que nous, on peut bien vivre, et eux aussi. Ça, c'est la définition les plus courantes de la durabilité. Et les trois aspects là-dedans qu'il faut équilibrer, c'est l'économie, l'environnement et le social. La société, si vous voulez. Et il faut vraiment aller dans les trois directions pour arriver à un développement durable. Ça, c'est la définition qui est assez souvent utilisée et jusqu'à aujourd'hui, encore la définition la plus souvent utilisée pour définir la durabilité. Bon, si on met les deux ensemble, vous avez déjà remarqué la première définition ici, c'est la survie de l'humanité. De cette notion découlent deux idées déjà. On peut dire que la survie de l'humanité, ça se fait en préservant la Terre. C'est d'où vient effectivement tous les politiques protection environnementale. Mais on peut aussi, surtout dans les cercles spatials, trouver des définitions que la survie de l'humanité, ce serait aussi l'export de l'humanité sur les autres planètes. Donc, ça veut dire ce que vous allez entendre, ce que vous entendez d'Elon Musk, par exemple, qui va dire que
on pourrait rencontrer un événement qui va détruire l'humanité. Donc, il faut faire quelque chose avant pour que nous, on peut partir sur les autres planètes. Et là, bien sûr, les conséquences de cette définition sont complètement différentes. Si vous voulez préserver la Terre pour garantir la survie de l'humanité, vous allez protéger l'environnement. Si vous allez envoyer l'humanité vers une autre planète, potentiellement, vous allez détruire l'environnement ou la Terre. Donc là, vous voyez déjà une petite tension entre le spatial et la durabilité. Donc maintenant qu'on a les définitions, je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait dans ma recherche sur la durabilité spatiale. Donc j'ai effectivement fait une recherche de la littérature en 2019. C'est un article, un chapitre qui est dans un de ces livres, où j'ai fait un premier constat de ce qui existe dans la littérature. De quoi la littérature académique parle, si on parle de durabilité spatiale. Et après, vers la fin de la présentation, on va comparer ça avec une recherche que j'ai faite plus récemment, en 2023, et qui est dans les livres qui parcourent la salle, sur dans la même base, mais principalement en comparant qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui est pareil entre ces deux études. Donc c'est principalement basé sur une revue de la littérature académique, exclusivement en anglais. Et dans les revues plus importantes de la politique spatiale dans le métier, donc Space Policy par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on voit en 2019 ? On voit déjà 3 catégories. On peut regarder la durabilité sur Terre et qu'est-ce que font les technologies spatiales sur cette durabilité sur Terre. Donc là, on voit par exemple que les émissions des lanceurs, c'est pas super pour l'environnement quand même. Surtout si on regarde les Space Shuttle à l'époque, là il y a des composants chimiques qui sont vraiment pas terribles. Après, on a bien sûr la question de construction, d'infrastructures pour le spatial. Donc, un aéroport spatial, on voit maintenant de plus en plus qui arrivent. Ça consomme bien sûr la surface, ça met des butons dans la nature. Donc, il y a aussi cette question-là de la durabilité sur Terre. Et finalement, il y a aussi la question des débris qui retombent, les retombées des débris sur Terre. Donc, ce sont essentiellement soit des composants des lanceurs, soit des anciens satellites, des choses qui marchent plus, qui sont plus fonctionnelles en espace et qui retombent. La plupart de ces composants vont être détruits dans l'atmosphère par la chaleur, mais pas complètement et pas tout. Surtout pas si vous avez par exemple un petit réacteur nucléaire là-dedans, qui est bien protégé contre la chaleur. Et ça, c'est arrivé dans les années 70, qu'un ancien satellite militaire de l'Union soviétique est tombé sur le Canada. Et oui, cet satellite-là a eu un petit réacteur nucléaire là-dedans. Là, vous avez des contaminations nucléaires sur Terre. Donc, après, on a les questions de la durabilité dans l'espace. Je ne suis pas surpris qu'on a aussi les problèmes des débris dans l'orbite, autour de la Terre. Ça, c'est un phénomène qui est devenu de plus en plus important. On va voir ça plus tard, que c'est devenu effectivement une des questions les plus importantes de la durabilité dans l'espace. Ça existait déjà c'était déjà un sujet important en 2019. Donc il y a aussi une question des télescopes qui est mentionnée dans la littérature. Donc ça veut dire si vous mettez trop de satellites en orbite, ça devient un peu difficile de regarder le ciel.
Vous avez aussi une pollution luminaire, donc, qui peut effectivement effectuer l'efficacité de ces télescopes. Vous avez aussi les fréquences radio qui sont utilisées pour transmission de télévision, de toutes choses, radio. Ça peut être aussi une source de pollution dans l'espace. Et effectivement, ça c'est une question de pollution, mais c'est aussi une question de la bonne utilisation de l'espace pour des buts économiques, surtout l'exploitation de ces satellites de télécommunications en espace. En 2019, aussi, déjà, vous trouvez les sujets de commercialisation. Donc, la question, c'est combien, on va voir ça dans l'étude de 2023, 2024 encore plus, combien de satellites est-ce qu'on peut effectivement mettre en orbite? Et combien qu'est-ce que l'orbite peut supporter de notre pollution, effectivement. Et après, vous avez une troisième catégorie dans la littérature, c'est la durabilité de l'espace pour la Terre. Donc là-dedans, vous trouvez bien sûr des satellites météorologiques qui permettent des prédictions beaucoup plus précises que ce qu'on a vu avant. Vous avez aussi les satellites télécommunications, bien sûr, donc, qui sont là depuis longtemps et fonctionnent assez bien, et on s'est bien habitué à ça. Vous avez aussi, bien sûr, les satellites de surveillance, observation de la Terre par l'espace. Donc, dans le contexte européen, ce serait bien sûr Copernicus. Copernicus, c'est le système satellite de l'Union européenne pour observer la Terre de l'espace. Là, vous allez avoir des informations sur la pollution de l'air, vous allez avoir des informations sur les températures, sur combien de pluie tombe dans un certain endroit. Peut-être et ça, j'ai oublié ça. Peut-être quelques exemples pour météorologie et télécommunication. Vous avez bien sûr en Europe, et ça c'est une fois encore mon focus principal, qu'est-ce que ça fait pour l'intégration européenne. Dans la météorologie, vous avez bien sûr EUMETSAT, donc ce sont des satellites commerciaux, mais quand même financés en partie financés par des entreprises européennes, pour fournir des données publiques pour la météorologie dans ce cas-là. Et pour la télécommunication, ce serait une entreprise qui s'appelle Eutelsat, qui est aussi, par exemple, à ce moment-là, très important pour, est-ce que j'ose dire, remplacer Starlink pour l'Ukraine. Dans tous les cas, c'est une entreprise qui fait la télécommunication, et qui peut aussi remplacer Starlink si à un certain point les États-Unis s'est retiré, par exemple, de l'Ukraine. Et ça, c'est une possibilité, malheureusement, à ce moment-là. Bon, on va voir ça plus tard. Bon, je vous avais dit qu'il faut mettre tout ça dans le contexte je suis un académique, je suis un chercheur, et j'aime quand même bien avoir une structure. C'est pas juste regarder qu'est-ce qu'il y a, mais aussi mettre un peu une théorie ou une structure théorique en dessous pour structurer tout ça. Et la structure, j'ai introduit au début dans les concepts de la durabilité divisés entre environnement, économie et sociale. Et ce que vous voyez ici, et ce que j'ai fait sur cette slide-là, je vous ai mis quelques citations qui j'ai pris de ces articles-là que j'ai trouvés, qui pour moi résument à peu près les idées clés, les mots clés et les idées importantes de chaque aspect de
de la durabilité. Donc on commence avec la durabilité économique. Et là, vous voyez par exemple, vous trouvez la durabilité, la viabilité de Ariane. Donc c'est vraiment une question de combien de lanceurs Ariane on peut vendre pour vraiment faire des bénéfices. Il y a aussi des questions de réduction des coûts. Donc par exemple entre Ariane 5 et Ariane 6, ça c'est un sujet très très important de réduire les coûts des lancements. Et ça, c'est aussi, on va voir ça dans un moment, je pense, un des aspects en concurrence, bien sûr, avec SpaceX et Falcon 9. Des réductions des coûts des lancements et aussi la question pourquoi avant Falcon 9, Ariane 5, c'était le lanceur principal, lourd, et pourquoi maintenant un peu plus. On a perdu une partie des marchés. Donc la réduction des coûts, ça c'est une des conséquences qu'on trouve bien dans les articles. On trouve aussi cette terme ici, Improved Synergy, donc ça veut dire des synergies améliorées entre des systèmes. Donc ça peut dire que les satellites télécommunications sont par exemple utilisés pour les aspects civils et militaires. Donc trouver aussi comment on peut utiliser l'infrastructure existante pour des autres moyens et peut-être aussi faire un peu plus d'argent avec ce qui existe déjà. Vous avez entendu me dire beaucoup de fois là, des bénéfices donc économiques. Donc, si vous regardez sur toutes les communications de l'ESA et aussi la littérature académique là-dessus, la partie économique, c'est l'argument principal qui est utilisé en lien avec la durabilité. Donc, la protection environnementale, spatiale ou par terre, c'est normalement pas un but en soi. C'est un moyen ou une conséquence de l'objectif d'atteindre la durabilité économique. Donc la protection de l'environnement, c'est vraiment pas un but en soi. C'est important à dire ça quand même, parce que finalement on arrive à bien comprendre que l'industrie spatiale, pas juste en Europe, partout sur les planètes, c'est encore pire aux États-Unis, je dirais. C'est les modèles économiques à l'arrière, c'est néolibéral. Très très clairement, c'est une question de compétition, c'est une question de pouvoir marché, c'est une question de dominance de certains marchés. Après, vous trouvez, et c'est effectivement en termes de un ranking d'importance là. Première chose, durabilité économique. Ça, c'est le plus important pour les agences spatiales publiques et pour les entreprises. Et par conséquent aussi, ce sont aussi des sujets qui sont les plus souvent abordés par les chercheurs. Après ça, et ça c'est quand même assez intéressant, vous trouvez la durabilité sociale. La durabilité sociale, c'est essentiellement la création d'emplois. La création d'emplois de cette industrie spatiale pour la création de l'industrie, de l'emploi de l'industrie spatiale comme une conséquence de l'activité économique. Je dis c'est intéressant parce que normalement, si on regarde, j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur la durabilité en soi. Si on regarde juste la durabilité sur Terre, les politiques durables et les comportements des entreprises sur Terre, les rankings sont différents. La durabilité sociale arrive normalement en dernière place. Dans la politique spatiale, ce n'est pas le cas. C'est assez intéressant quand même. Et c'est aussi intéressant que la durabilité environnementale arrive vraiment à la dernière place. Donc, ça vient il y a plusieurs raisons pour ça. Si on va aux origines
la politique spatiale, c'est une industrie d'exception. C'est une industrie où il y a beaucoup de dérogations pour des standards qui s'appliquent pour l'industrie normale, mais pas pour l'industrie spatiale. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de lancements, parce qu'il y a assez souvent aussi un lien avec les militaires ou des utilisations militaires. Mais cet exceptionnalisme, ça existe clairement dans la politique spatiale. Et c'est aussi pourquoi les standards environnementaux, c'est même pas pris au sérieux assez souvent. Ça change un peu et on va voir ça sur la nouvelle étude 2023-2024. Ça change, mais c'est quand même c'est important d'avoir ce constat-là en 2019 même. Et ça fait pas si longtemps. Après, vous trouverez aussi un quatrième concept que vous n'avez pas trouvé pour la définition de la durabilité sur les premiers slides. C'est la durabilité politique. Ça, c'est un concept, je dirais, qui est très européen. Parce que les institutions européennes, les institutions spatiales européennes sont très fragmentées. En comparaison avec les États-Unis, où il n'y a que les NASA, en Europe, on a l'ESA, on a l'Union européenne qui est active dans la politique spatiale, on a l'Agence spatiale de l'Union européenne, donc les EUSPA à Prague, et EUSPA. Et en plus de ça, on a 27 agences nationales, comme les commissions spatiales. Donc chaque nation a en plus sa propre agence spatiale. Donc il y a une fragmentation en Europe de la politique spatiale. Et la question se pose, comment on peut améliorer ça? Et la discussion des années 2010, c'est effectivement, est-ce qu'on ne va pas faire de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale de l'Union européenne, qui n'était pas du tout produit à l'origine, dans ses origines des années 70, mais la question s'est posée. Et ce qui est intéressant quand même, dans les déclarations 2014-2016, l'ESA a refusé. L'ESA a refusé, ça veut dire que les États membres, la France inclus, a refusé que l'ESA devienne l'Agence spatiale de l'Union européenne. Tous les autres aussi. Il y a plusieurs raisons, on ne va pas aller dans les détails, mais on garde quand même cette question de comment on peut faire mieux pour organiser la politique spatiale. Et donc la conséquence de ça, il y a deux conséquences. Première chose, c'est que effectivement l'ESA n'est pas devenue l'agence spatiale de l'Union européenne, mais l'Union européenne est devenue membre de l'ESA. Donc, si vous regardez les budgets de l'ESA aujourd'hui, Lucas, 20-25%, 30% du budget sont effectivement viennent de l'Union européenne. C'était votre présentation, si je me souviens. Bon, n'importe. Dans tous les cas, la plus grande partie du budget de l'ESA vient de l'Union européenne. Pour des programmes Copernicus, Galileo, qui sont les programmes phares spatials de l'Union européenne. Deuxième conséquence, l'Union européenne va fonder sa propre agence spatiale à Prague, le EUSPA, et ajoute effectivement un autre niveau de complexité dans la gouvernance spatiale en Europe. Bon. Donc vous voyez, cette question de la durabilité politique, c'est aussi une question très européenne pour voir comment on peut gérer toute cette complexité entre des nations, entre l'Union européenne, entre l'ESA, dans une politique qui est quand même importante pour les citoyens en Europe. Et la question principale, c'est est-ce qu'on va
je vais un peu au-delà de ce que je voulais dire aujourd'hui, mais bon, la question principale, est-ce qu'on va dans la direction américaine, faire une agence spatiale européenne et après tous les restes sautent, ou est-ce qu'effectivement c'est peut-être pas mal d'avoir un peu des chaos là-dedans, hein, un peu trop d'institutions, un peu trop de personnes qui font peut-être qui font même des redoublons, parce que on peut se poser la question, si dans un domaine où il faut découvrir quelque chose de complètement nouveau, est-ce que c'est important, est-ce que c'est mieux d'avoir une hiérarchie qui dit dans cette direction, ou est-ce que c'est mieux d'avoir une panoplie, une variété grande de possibilités et aller un peu chaotique dans... Vous comprenez les concepts. Donc, pour conclure ce point-là, c'est aussi une question finalement de à quoi sert la politique spatiale pour l'Europe. Est-ce qu'on va l'utiliser comme les États-Unis, par exemple, ou la Russie ou la Chine, comme un moyen de prestige, comme un moyen de domination, comme un moyen militaire pour utiliser l'espace principalement comme une autre domaine de guerre? Ou est-ce qu'on va utiliser, basé sur les valeurs européennes, l'espace pour établir la paix, pour l'exploration et tout qui va avec les côtés civils du spatial. Et essentiellement, ça c'est aussi la question qui se pose aujourd'hui, on parle beaucoup aujourd'hui sur beaucoup plus de dépenses en défense. Le spatial va avoir aussi une rôle à jouer là-dedans. Et la question, c'est effectivement, est-ce qu'on reste attaché aux valeurs des paix, des explorations qui sont à l'origine de la politique spatiale en Europe, ou est-ce qu'on va rejoindre les autres grandes puissances dans le monde et on va utiliser les infrastructures spatiales pour la projection de pouvoir, effectivement, dans le monde. Alors, là, on passe en 2025. Donc, j'ai fait la même étude dans la littérature 5-6 ans plus tard. Et pour comprendre un peu, ce que vous voyez raillé là, ça, ce sont des choses que j'ai pu trouver dans la littérature. Et il y a des autres comme, peut-être ça arrive sur les prochains, non, il y a des autres comme durabilité céleste, par exemple, qui sont complètement nouveaux. Hein. Donc, ça c'est la question, est-ce qu'on va mettre une colonie sur une base sur la Lune ou sur Mars, qui était en 2019 simplement pas réaliste. Aujourd'hui, on en parle. Et on parle sérieusement. On en parlait cet après-midi aux États-Unis avec Antonella dans un entretien qu'on a fait là-bas. Bon. J'ai fait une petite introduction à ça aussi, que le constat de 2025, 2025 c'est peut-être un peu exagéré, c'était vraiment une étude de 2024. Mais bon. Donc, comme j'ai dit, les émissions des lanceurs, plus un problème. Ça, et c'est quand même assez étonnant parce qu'on a plus de lancements qu'avant. Donc, c'est peut-être aussi parce que les agences spatiales, ils ont quand même compris qu'à un certain point, il faut arrêter l'exceptionnalisme de l'industrie spatiale et il faut aussi mettre en place quelques standards environnementaux des émissions, par exemple, qui s'appliquent aussi comme sur les autres industries pour l'industrie spatiale. Et en tous les cas, ça c'est quelque chose qui n'est plus un grand sujet à notre époque. Des infrastructures de lancement aussi, pas vraiment un problème majeur. Et ça c'est aussi assez intéressant qu'on ne trouve pas des traces dans la littérature là-dessus parce qu'on voit quand même la création de plus en plus des aéroports spatiaux.
Donc, par exemple, au Royaume-Uni, il y a un plan de mettre un port spatial dans les Shetlands, tout au nord. On ne trouve pas grand-chose là-dessus écrit. Hein. C'est assez intéressant. Et peut-être j'ai raté des choses, c'est possible, mais j'ai quand même regardé assez large. Ce qui est devenu plus important ou resté un sujet, c'est les retombées des débris sur Terre. Et c'est pas très étonnant parce que les satellites et les morceaux qui circulent la Terre deviennent plus vieux et il y a aussi plus de substances ou plus d'infrastructures plus utilisées qu'il a. Et donc, ces sujets-là, ça devient de plus en plus important. Un nouveau sujet, c'est aussi Planetary Defense, donc la défense planétaire, qui n'existait pas vraiment à l'époque, en 2019. Et je suppose quelques-uns d'entre vous, ils ont quand même entendu parler de DART. Ça, c'était un programme des États-Unis qui a essayé, ou a réussi effectivement de changer les trajectoires des météorites. Donc là, on parle vraiment de ce qu'Elon Musk dit comme événement d'extinction pour l'humanité, donc un peu comme les dinosaures. Donc on aimerait bien avoir les moyens pour éviter que nous arrive ce que les dinosaures ont vécu. Et ça devient un sujet de plus en plus important. Peut-être aussi intéressant à savoir dans ce contexte-là. En Europe, c'est une expertise qui se développe surtout en République tchèque. Et ça, c'est assez intéressant. Là, on trouve bien que ce n'est pas forcément les grandes puissances qui font tout. Mais il y a quand même aussi maintenant des petits États comme la République tchèque qui ont acquis des expertises dans certaines matières. Et défense planétaire, c'est une de ces expertises. Donc, dans l'espace, vous n'êtes pas surpris qu'il y a encore les débris qui existent, encore les fréquences radio, on a déjà en parlé dessus. Les autres deux qui arrivent sont nouveaux, ou assez nouveaux. Commencer la session, ça existait aussi à l'époque, en 2019, mais c'est devenu beaucoup plus important. Vous avez des sujets comme des ressources, espace, comment on pourrait les potentiellement exploiter. Est-ce que ce serait intéressant de faire des mines, par exemple, sur la Lune pour trouver l'eau? Si à la fin on a une base sur la Lune, c'est quand même pas mal qu'on trouve de l'eau pour qu'on peut survivre. Aussi des métaux qui existent potentiellement dans les météorites. Donc ça devient un sujet. Ça devient un sujet et Luxembourg, par exemple, en Europe, c'est l'État le seul État pour le moment européen qui a une législation là-dessus et qui donne des permis d'exploiter les ressources spatiales. Space Traffic Management, donc ça veut dire que l'orbite, et il y a beaucoup de choses dans l'orbite, comment on peut gérer le trafic qui existe dans l'orbite. Et c'est principalement l'idée de mettre des feux. Il y a plusieurs choses. Mettre des routes et après aussi permettre aux engins qui sont dans l'espace de corriger la trajectoire. Ça, c'était pas aussi. L'an passé, c'était pas le cas forcément. Et ça amène aussi au dernier sujet là, c'est spacecraft. Donc, qu'est-ce qu'on peut envoyer en espace et spacecraft, ça veut dire aussi qu'est-ce qui peut bouger dans l'espace. Comment on peut les déplacer en espace. Ça, c'est un sujet qui est assez nouveau. Après, la durabilité céleste, ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant comme sujet. Les livres que vous avez là, donc de Space Handbook qui est dans la salle,
Là, vous allez trouver un article là-dedans, par exemple, par Daniel Wood, qui fait sa recherche d'origine sur les cultures indigènes aux États-Unis, aussi au Canada. Et là, c'est une question de si on touche le ciel, ça touche aussi des choses qui sont très importantes pour eux, pour leur religion. Et ça touche aussi finalement à la question si on va sur la Lune et on va mettre des mines là-dedans, est-ce qu'on ne va pas détruire quelque chose qui est quand même important peut-être dans un avenir, dans un avenir longtemps. Même chose pour Mars. Essentiellement la question est-ce qu'on veut voir l'espace comme le Wild West, donc comme l'Ouest, l'expansion à l'Ouest des États-Unis, où tout le monde y va pour retrouver la terre, les ressources, où est-ce qu'on met en place des règles pour qu'on ne fait pas les mêmes erreurs, comme par exemple dans la colonisation des nouveaux continents. Et finalement, vous trouvez là-dedans aussi des choses qui sont assez nouveaux. Question, comment organiser des bases? Comment on peut organiser quelle structure, quelle architecture, mais aussi quelle structure sociale, quelle loi est-ce qu'on va appliquer dans cette société embryonique. Et donc, il y a des articles là-dessus qui apparaissent maintenant. Donc, durabilité de l'espace pour la Terre, la météorologie et la télécommunication, ça paraît quasiment plus. Moi, je dirais que c'est parce que c'est compris comme acquis. C'est quelque chose qui marche bien, on sait comment faire, on sait bien faire, donc ça n'attire plus trop attention. Et c'est pourquoi vous trouvez assez peu dans la littérature là-dessus. Earth Observation, donc observation de la Terre, ça c'est quand même un sujet qui devient de plus en plus important pour les questions de la durabilité sur Terre. Donc, par exemple, les précipitations, pour éviter des inondations, réaction sur des crises qui ça peut provoquer. Mais pas que ça, c'est aussi les aspects militaires qui sont là-dedans. Donc, Copernicus peut vous dire si il y a un bateau dans le Méditerranée qui va pas bien, ou s'il y a une pollution de ce bateau-là. Ça peut vous aussi dire si les troupes bougent dans la frontière de l'Ukraine à la Pologne. Et donc, il y a cet aspect-là, ça s'appelle en dual use, donc la possibilité d'utiliser ce qui existe dans l'espace, quasiment tout, pour les buts civils, mais aussi militaires. Et finalement, il y a aussi un aspect qui est assez intéressant sur la SHIELD. Donc ça, c'est, on va voir plus en détail dans les slides après. Il y a l'idée qu'on pourrait peut-être combattre les changements climatiques en mettant un bouclier contre le soleil. C'est un peu comme ce que vous trouverez aussi quelquefois les changements de l'atmosphère. Il y a par exemple les concepts qu'on pourrait mettre des particules blancs dans l'atmosphère pour qu'il y ait plus de réflexion des rayons soleil pour que ça chauffe moins. Et là, vous changez vraiment l'atmosphère. C'est ça les problèmes. Et donc là, il y a aussi des concepts maintenant de mettre effectivement des boucliers autour de la Terre pour un peu comme des lunettes de soleil, quoi. Bon.
ça devient de plus en plus petit, hein, de plus en plus dense. Ça c'est aussi une bonne indication que la recherche est en plein, ça tourne bien, c'est pas encore fini là. Ça, c'est vraiment juste un constat de ce qu'il se passe et qui n'est pas du tout fini ou terminé. Donc une fois encore, j'ai fait ça pour l'étude de 2024-2025 sur les trois catégories de la durabilité. Et je vous ai donné des mots-clés qui sont apparus dans les publications. Donc une fois encore, la durabilité économique, c'est les sujets principaux qui apparaissent dans les publications. Les termes sont un peu différents, donc là vous avez return on investment, donc les rendements de ce qu'on met en espace. Donc Elon Musk il veut bien gagner un peu d'argent, je suppose. Donc ça, ce sont des termes qui arrivent. Competitive advantage, donc avantage compétitif. Non, je suis à la limite des noms français là. C'est un autre terme en français. Bon, ça veut dire principalement comment est-ce que vous pouvez vous distinguer d'une autre entité, donc un autre État, par des compétences dans le spatial. Et par exemple, Copernicus, c'est plus précis, Galileo aussi, plus précis que le système américain, au moins le système civil. Dernier mot-clé qui apparaissent et qui est quand même intéressant, que l'industrie spatiale c'est vu comme un facilitateur du développement dans les autres parties de l'industrie. Donc, haute technologie développée dans le spatial, quelquefois avec des implications militaires, ça veut aussi dire développement dans les autres parties de l'industrie. Donc, en général, on dit que 1 euro investi dans le spatial, ça crée 10 euros ailleurs dans l'industrie. En général. Très, très grosso modo. Il y a aussi des nouveaux concepts qui apparaissent dans la littérature. Par exemple, l'idée que si on veut vraiment aller dans la direction de la durabilité, on pourrait quand même mettre en place une empreinte carbone de satellite, une empreinte de satellite, de ce que ça fait pour la durabilité en espace. Le principe là, c'est très simple. Il faut un référentiel et après on peut mesurer dans ce référentiel qu'est-ce que l'impact des technologies spatiales. Et ça permet finalement aussi d'agir sur des choses qui sont peut-être pas de ce qu'on veut dans la politique, dans la durabilité. J'ai déjà parlé de orbit capacity, donc ça veut dire combien de satellites est-ce qu'on peut mettre en orbite. Là, une fois encore, dans les livres qui sont dans la salle, vous allez trouver une étude des économistes de Bordeaux et de Washington qui prédit combien de satellites on peut mettre en orbite et quels moyens économiques surtout il faut mettre en place pour gouverner, pour régler cet maximum qui existe. Donc l'argument là c'est si on met trop, finalement on ne peut plus faire les bénéfices de l'orbite parce qu'on n'a plus d'accès, parce qu'il y a trop de débris. Donc l'argument c'est un argument de rationalité en disant que même des entreprises ils ont intérêt de ne pas polluer trop parce que finalement ça va détruire leur bénéfice. Mais c'est finalement la logique du marché qui va gouverner ce qu'on fait avec l'orbite. Bien sûr aussi les arguments que l'espace est un facilitateur pour tous les changements de haute technologie. Donc là surtout la digitalisation est un des majeurs sujets.
Donc, vous trouvez assez souvent maintenant des articles qui lient ces technologies-là. Donc, spatiale, digitalisation, intelligence artificielle, tout ça, c'est assez souvent lié. Et peut-être ça va devenir même un nexus de tous ces sujets qui vont être les technologies innovateurs pour le développement en Europe. Pas juste en Europe, mais probablement. Donc, une fois encore, vous trouvez là les concepts néolibéraux que l'espace est devenu une ressource rare parce qu'on peut mettre juste un certain nombre de satellites dans juste une certaine surface qu'on peut vraiment utiliser pour les activités économiques et qui peut aussi, pour ces raisons-là, créer la croissance. End-of-life solutions. Là, c'est aussi un sujet qui existait depuis un petit moment. Comment je peux expliquer? C'est la question, qu'est-ce qui se passe à la fin de vie d'un satellite, par exemple? Quelques États ont mis en place des lois nationales pour gouverner cette fin de vie. Donc, normalement, si vous lancez un satellite aux États-Unis, par exemple, il faut que ce satellite-là a, à la fin, il reste un certain peu d'essence pour qu'on peut les mettre dans une orbite soit plus haut, qui est une orbite où ça ne gêne pas, ou qu'on peut les descendre dans l'atmosphère pour que ça brûle effectivement. Et ça devient, j'ai lu plus de ces propositions, comment on peut gérer ça, surtout quelle orbite il faut utiliser pour que ça ne gêne vraiment pas, quel endroit, voilà. Donc, une fois encore, cette durabilité sociale, ça devient au deuxième niveau dans cette analyse. Et l'AGMAN a quand même changé un petit peu. C'est pas juste l'emploi qui est créé. L'argument qui devient de plus en plus important, c'est effectivement que la société est bénéficiaire de l'espace. Donc, l'argument là, c'est vous avez votre portable avant vous, et ça, ce ne serait pas possible sans les technologies spatiales. Mais ça va encore un peu plus loin. Par exemple, dans la médecine, sur les maladies très graves comme Parkinson, il y a les médicaments qui sont développés en espace. Pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi c'est là, mais c'est un fait que les plus grandes avancées dans la médecine, c'était en partie parce qu'on a maintenant accès à la Station spatiale internationale et on peut faire des expériments dans le vide. Il y a aussi, bien sûr, la possibilité de tester les limites de l'être humain. Donc, dans l'isolation, qui est l'espace, par exemple, si vous voulez envoyer des humains sur Mars, ils vont être dans un endroit très très restreint pendant une demi-année. Et c'est bien dans les expériments qui se passent dans les missions analogues sur Terre que quelquefois ça ne se passe pas bien. Si on est tellement longtemps isolé et n'a pas de lien avec les autres êtres humains ou avec quelques-uns juste, et donc ça crée des conflits. Donc cette partie-là, c'est aussi une question de ce que l'être humain peut faire, effectivement. Et ça a bien sûr aussi un impact sur la vie sur Terre. Dernier point qui devient plus important, c'est suborbital flight. Donc ça veut dire
des avions supersoniques en haute altitude qui pourraient lier des endroits sur Terre plus rapidement. Vous avez vu les engins de Virgin Galactic, par exemple, qui ont fait ça, qui ont allé juste dans l'orbite, mais ils ne sont pas restés là très longtemps. Et effectivement, c'est plutôt une question, une première étape vers des avions très puissants qui pourraient qui pourraient aller beaucoup plus rapidement et plus rapidement sur les autres parties de la Terre. Un autre point qui devient aussi plus en plus important, c'est l'inspiration que l'espace peut donner pour l'humanité. Ça, ce sont des arguments finalement, je suppose, ça fait appel à notre curiosité comme être humain pour d'être explorateur. Et ça arrive maintenant aussi plus souvent dans les publications comme argument qu'on se demande où est-ce que nous sommes dans l'univers, comment c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, est-ce que nous sommes seuls dans cet univers. Donc ça amène aussi un certain pouvoir d'inspiration pour l'humanité. J'ai parlé avec vous avant sur les communautés épistémologiques. Donc la question, est-ce que la recherche, est-ce que les chercheurs sont entendus? Est-ce que ce qui est écrit là dans tous ces livres-là, est-ce que c'est effectivement lu? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? On peut se demander si et pourquoi peut-être aujourd'hui on n'a plus Michel Foucault en France. Pourquoi on n'a plus... bon, vous comprenez l'argument que je veux faire là. Donc la question de l'impact de la recherche pour le bien de la société. Point final sur la durabilité sociale, c'est une réflexion sur l'aide de développement des nations sous-développées. Donc on a essayé depuis des décennies de mettre l'argent là-dedans, aider pour le développement, et quelques-uns disent que finalement c'était pas très... on n'a pas eu beaucoup de succès. Hein. Et dans la communauté spatiale, ils disent effectivement pourquoi on n'utilise pas pourquoi on les aide pas pour s'aider eux-mêmes. Et on n'essaie pas d'imposer notre système, notre argent même, et on leur donne simplement les moyens pour améliorer leur vie. L'exemple principal, c'est effectivement l'accès sur Internet et après accès sur microbanking, donc avoir un compte bancaire et aussi avoir l'information qu'est-ce qui se passe dans le monde effectivement. Donc vous allez trouver ça comme argument de Elon Musk par exemple, comme facteur pour le spatial comme moyen de développer les parties du monde sous-développées. Un peu plus européen, vous trouvez ça aussi, c'est quand même assez intéressant comme idée du gouvernement grec pour les régions rurales qui sont sous-développées. Donc c'est pas que l'Afrique, c'est aussi ou pas que le monde sous-développé, c'est aussi quelquefois en Europe. Donc, durabilité environnementale. Là, pour commencer cette analyse-là, il n'y a pas un grand changement entre 2019 et 2024. Les conseils ministériels de l'ESA accordent encore en 2024
pas une grande importance à la durabilité environnementale. C'est aussi en partie parce que c'est assez difficile de mettre en évidence qu'est-ce qu'une protection environnementale apporte. Surtout si on pense que le principal but, c'est durabilité économique. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on met argent dans la protection de l'environnement spatial? Donc, on a parlé avant des débris dans le spatial, mais on ne sait pas vraiment où est la limite. On sait qu'il y a potentiellement les dangers si tout le monde, s'il y a un accident, si un satellite touche un autre, que ça peut avoir une réaction de chaîne, mais finalement, on n'est pas sûr. Et c'est surtout difficile à prouver. Donc, faire l'argument que ça va arriver, et c'est pourquoi on doit investir là-dedans, pas si facile. Je vous fais un petit parallèle avec les rapports de Stern en 2006 dans la durabilité sur Terre. Jusqu'à ces rapports-là, on n'a pas. C'est les mêmes cas pour la durabilité sur Terre. On n'a pas su combien ça va coûter si on fait rien. Et Stern, c'était le premier au Royaume-Uni qui a effectivement dit si vous faites rien là, ça va vous coûter tel dans 10 ans. Et je pense que il faut aussi faire ça pour les spatiales. Comme ça, on aurait un moyen de dire que ça va être cher dans l'avenir ou plus cher dans l'avenir qu'aujourd'hui. Donc, le constat, c'est effectivement que ce que j'appelle ici weak sustainability. Donc, ça veut dire qu'on trouve des solutions pour protéger l'environnement spatial après qu'on a fait les dégâts. On n'essaye même pas d'éviter les dégâts, on essaye de nettoyer après. Et ça, c'est aussi un peu, il y a un parallèle assez clair avec la durabilité sur Terre, c'était à peu près la politique de durabilité sur Terre dans les années 80-90. Bon, ce qui arrive aussi comme argument assez souvent, c'est que on est quand même assez convaincu que si on met trop de débris, trop de poubelles dans l'orbite, à un certain point, ça va être problématique. Donc, il y a quasiment un consensus là-dessus qu'il faut faire quelque chose. Mais c'est quelque chose, et qu'est-ce que c'est pas tout à fait clair. Je vous donne un petit exemple. J'ai encore un peu de temps. Je vous donne un petit exemple. L'ESA a un programme pour nettoyer l'orbite. Donc, c'est effectivement un engin qui va être lancé et qui est censé de ramasser quelques débris dans l'orbite. C'est pas si loin d'un camion poubelle ici à Angers. Et il y a un. Vous savez combien de camions poubelles on a à Angers? Et en termes de taille, la différence entre l'orbite et Angers, vous comprenez un peu la dimension. Donc, il n'y a pas grand-chose fait effectivement pour nettoyer l'orbite, si vous voulez. Bon, il y a un dernier point qui arrive maintenant de plus en plus souvent, c'est l'énergie solaire créée dans l'orbite. Donc l'idée est de mettre des panneaux solaires dans l'orbite, et comme ça on n'aurait pas jour et nuit comme par terre, mais on aurait le soleil toujours et une production d'énergie constante dans l'orbite. Il y a deux problèmes avec cette idée. Première chose, il faut vous créer l'énergie dans l'orbite. Après, il faut les envoyer par terre. Et ça se fait par deux moyens. C'est soit les micro-ondes, soit les lasers. Et les deux peuvent être utilisés aussi comme armes. Donc, c'est problématique. Deuxième chose, vous avez aussi à avoir une pollution solaire, une pollution lumière
luminaire, je suppose, dans l'orbite. Donc, si vous mettez des panneaux solaires dans l'orbite, vous allez avoir des réflexions de lumière du soleil par terre. Et donc, ça veut dire que la nuit va plus être si sombre qu'avant sur la partie de la Terre qui est en nuit. Et donc, ça peut poser des problèmes assez substantiels pour la durabilité sur Terre, pour les animaux, par exemple. Bon, durabilité politique, on a déjà parlé sur la fragmentation de la politique spatiale en Europe. Là, vous avez une fois encore l'OISPA, l'ESA, l'Union européenne et les 27 agences nationales spatiales qui amènent vraiment à une fragmentation de la politique spatiale. On n'est clairement pas... Si on est en face des Américains, c'est très difficile de faire la compétition. On peut aussi mettre l'argument que, et j'ai fait ça par exemple dans le cours avec mes étudiants, que pour un budget qui est 5 à 10 fois plus petit que ceux des États-Unis, ça dépend si on inclut la partie militaire ou pas, on a quand même 80% des capacités des États-Unis. Seule chose qui manque, c'est vol humain dans l'espace. Ça, on ne peut pas faire seul. Mais là, l'argument, c'est aussi, bon, pour un budget beaucoup plus petit, on n'est pas si mal. Et ça va aussi dans la direction de cet argument-là que j'ai prononcé avant. Peut-être que c'est pas si mal que on a un peu de chaos là, un peu trop pas assez de coordination. Quelquefois, ça amène aussi à quelque chose de nouveau et des découvertes qui n'étaient pas attendues. Bon, on a aussi les Artemis Accords, vous avez entendu, c'est les États-Unis qui ont mis ça sur place. C'est effectivement les constats que les Nations Unies sont plus capables de résoudre les problèmes sur Terre, surtout pas consensuels avec les Russes et la Chine en espace. Donc l'idée, ce serait quand même les traités qui sont en force aujourd'hui, ils datent des années 70 et ils étaient faits par les Nations Unies. Mais à un moment où personne est allé en espace. Donc c'était en 67. Et vous savez bien que les premières 69, c'est les moments clés pour l'humanité quand même. Bon, donc les constats, surtout côté États-Unis, c'est que les Nations Unies ne peuvent pas résoudre les problèmes qu'il y en a. Donc, on va rassembler ceux qui veulent bien faire quelque chose avec nous et on va aller sur la Lune. Et on va aussi mettre en question les traités qui sont à ce moment-là en force. Donc, par exemple, là, j'arrive vraiment à la limite de mon français, Outer Space Treaty. Donc, ça, les traités de espace, là, je ne sais vraiment pas. Donc, c'est les traités les plus importants qui gouvernent à ce moment-là la politique spatiale et qui interdit la territorialité en espace. Donc, personne ne peut prendre possession d'un satellite, une planète ou la Lune. Et aussi, qu'est-ce que vous voulez lire là-dedans? Mais c'est très clair, ça permet pas le stationnement des engins nucléaires, des armes nucléaires en espace. Quelques-uns diraient même pas des armes en espace. Vous savez bien qu'on va plutôt dans la direction militarisation et donc cette interprétation c'est plus trop tenue effectivement. Bon. Donc des accords d'Artemis, ça va mettre tout ça en question. Et effectivement, là, on parle je regarde Antonella qui fait les droits d'espace. On peut aller dans la direction de dire que s'il y a
il y a des habitudes qui s'établissent pendant un certain temps. Ça devient les droits qui dominent, droits d'habitude qui dominent l'espace. Et c'est ça l'idée, effectivement, qu'on met en place un système qui marche et qui crée des faits accomplis. Donc, sans effectivement passer par les institutions internationales qui sont, comme les Nations Unies, qui sont faits pour créer la législation là-dessus, des traités là-dessus. Mais on sait aussi bien que les États-Unis, ils n'ont pas tort que si on constate bien aujourd'hui que dans les Nations Unies, on ne trouve pas vraiment de solution. Donc, on est dans une situation assez inédite, et là, les États-Unis, ils prennent quand même le leadership, on va dire, aussi les droits d'aller en avant et de créer des réalités qui vont peut-être après devenir les droits dominants dans l'espace. Bon, j'ai commencé la présentation en disant que pour moi, les études européennes et l'intégration européenne, c'est le plus important. Et que j'ai constaté que l'intégration européenne progresse plus rapidement dans le spatial et dans la durabilité, dans les politiques de durabilité spatiale en Europe. Et c'est confirme aussi ces deux études-là que peut-être, moi j'aimerais bien, je ne sais pas si ça va se produire, mais j'aimerais bien que on va en avant et dans l'intégration européenne, et si on regarde un peu dans le passé comment ça s'est fait, les idéaux qu'il y en a à la fondation de l'Union européenne, c'était la paix et la prospérité. Donc, effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu ni l'un ni l'autre. Des pays quand même assez pauvres et assez détruits. Donc c'est pourquoi ces deux idéaux sont quand même bien tenus et bien réunis les Européens. Si c'est encore assez aujourd'hui pour progresser dans l'intégration européenne, je me doute. Parce qu'on peut bien dire qu'avant l'Ukraine, dans tous les cas, on a eu la paix pendant longtemps en Europe. On a un peu oublié qu'est-ce que c'est la guerre. Et on est bien beaucoup plus riche aujourd'hui qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc on a bien oublié qu'est-ce que c'est la pauvreté. Donc, ça c'est l'argument effectivement pour dire que les idéaux qui existaient au début de l'intégration européenne sont plus assez forts pour réunir. Et donc, l'argument en conséquence, c'est peut-être il faut les autres idéaux, sans oublier les anciens, mais des autres idéaux comme l'exploration spatiale ou effectivement une planète qui reste bien vivable et qui peut garantir la survie de notre espèce, ou juste notre espèce, toute la Terre comme elle existe. C'est peut-être pas mauvais comme idéal pour nous, pour l'avenir. Donc ça c'est mon espoir, et c'est pour ça que je travaille dans mes recherches. Mais on sait bien sûr aussi qu'aujourd'hui on trouve bien la contestation de ces valeurs-là, par les populistes, par les nationalismes, par tous ces mouvements qui contestent effectivement l'utilité de tout ça. Donc, et ça, là, on est bien dans la politique et dans la politique actuelle qui existe. Et peut-être on peut en discuter un peu. Bon, je pense que j'ai terminé. Attendez, peut-être il y a encore un slide. Non, ça c'est juste la bibliographie. Ce sont essentiellement les livres là, mais aussi des articles que j'ai utilisés pour faire cette étude-là. Et bien sûr, mon nom et mon contact si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Thomas. Messieurs, dames, auriez-vous des questions?
à poser à notre intervenant. Ou à nos intervenants d'ailleurs. Merci Antonella. Alors moi j'ai une question. Je voudrais savoir, enfin en fait j'en ai plein, mais allez-y, hein, surtout. Quel défi pose la gestion des débris spatiaux pour les missions culture ? Merci. Donc, effectivement, Thomas, il a bien indiqué, les débris sont un sujet de discussion. La pollution qui y amène, l'insécurité, parce que nous avons aussi une question de mise en danger, par exemple des astronautes qui se trouvent dans la Station spatiale internationale, ou les autres missions qui vont venir. Donc, un contact très très petit, très limité peut créer des dommages énormes, peut mettre en danger la vie des personnes impliquées dans les missions. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les débris sont devenus si à l'ordre du jour dans les discussions et dans les préoccupations. C'est aussi une forme de menace pour quand on a des puissances qui sont en confrontation les uns avec les autres, parce que détruire des satellites, par exemple, d'un autre pays, ou de leur empêcher leur fonctionnement, ça crée des dommages qui peuvent être vraiment prendre une amplitude vraiment importante. Donc voilà, la question des débris est une question très très discutée. La deuxième partie de la question, je ne me rappelle plus, c'était juste ça. Oui, voilà. Bah, du coup, ce sont toutes les raisons pour lesquelles, effectivement, ça inquiète les débris, ce sont un sujet d'inquiétude. Alors, pour le coup, c'était justement la gestion de ces débris pour les missions. Oui, ben voilà, comme Thomas disait, nous avons des idées, nous avons d'un point de vue aussi des discussions politiques, des lignes guides qui ont été mises en place par discuter à niveau européen, qui n'ont pas été par contre n'ont pas eu de la suite par rapport aux autres grandes puissances. Donc à nouveau, ce sont des sujets qui c'est pas vraiment intéressant de discuter à niveau national ou même régional, parce qu'il faut être tous d'accord. Et je reviens à la question que tu as mentionnée sur la gouvernance, donc le fait que nous n'arrivons plus à avoir les Nations Unies comme lieu dans lesquels les États peuvent discuter et se mettre d'accord sur de nouveaux cadres, aussi des règles, des réglementations des activités qui vont venir. Ça a des implications, parce que c'est très bien d'avoir des lignes guides à niveau européen, mais qu'est-ce qu'ils vont faire tous les autres? Donc, c'est intéressant d'être un peu les leaders dans ce type de propositions, avec ce qu'on appelle soft law, des instruments qui n'ont pas un caractère bounding, un caractère des obligations. Ça ne crée pas des obligations, voilà, ça ne crée pas des obligations juridiques, mais ce sont des lignes guides. Ils ont une valeur d'un point de vue légal limité, mais c'est déjà un premier pas. Mais le problème, c'est qu'il reste une initiative à niveau régional et européen, et que les moyens mis à disposition et mis en place, ils sont encore limités. Ça pourrait donner l'idée de développer ça comme service, donc à niveau des commercialisations spatiales, créer des entreprises qui vont mettre des services à disposition. Ça pourrait avoir un retour économique aussi, au-delà du bénéfice pour l'environnement et pour la protection. Donc il y a beaucoup de discussions autour de ces sujets-là. Je vais ajouter un petit truc. À mon connaissance, il y a des modèles, des modélisations, combien de satellites, combien de morceaux, combien de débris on peut mettre dans l'orbite. Mais ce sont des modèles. Et finalement, comme je l'ai dit déjà au début, on ne sait pas. On ne sait pas si un accident arrive, qu'est-ce qui est la conséquence. On sait à peu près, parce qu'il y a quand même des tests,
quasiment tous les, sauf l'Europe, quasiment tous les puissances spatiales qui ont détruit un propre satellite. Après, ça a créé des débris et après, bon, on sait bien qu'est-ce que ça donne, mais on n'a pas encore eu cette densité de débris pour effectivement avoir cet effet de chaînes qui pourraient détruire toute l'orbite, mettre l'orbite inaccessible. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ces niveaux-là pour vraiment atteindre est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose avant? C'est ça quand même la question, je pense. Et vous avez entendu ma position là-dessus. Donc. Alors, du coup, je rebondis sur les satellites. Comment, alors tu l'as peut-être dit Thomas, mais comment la politique spatiale aborde-t-elle des questions de sécurité nationale? Argument légal. Bon, je commence et après tu peux compléter. Et je pense que les buts, ça doit être quand même le statut de l'ESA. L'ESA est dans sa convention des fondations, c'est fondé pour exclusively peaceful purposes, donc exclusivement pour les buts non militaires. Et c'est aussi pourquoi tous les programmes nucléaires militaires de la France, c'était en dehors de tout ça. Même si la technologie, il y a quand même des... Donc, si on regarde les premières communautés européennes pour le spatial, il y a quand même des premiers lanceurs qui étaient aussi utilisés, c'est les mêmes que pour les missiles intercontinentaux de la France. Et la technologie c'est la même technologie. Mais il y a une séparation entre les deux. Les liens viennent avec l'Union européenne. Donc l'Union européenne est fondée sur les mêmes valeurs, on va dire, que l'ESA, aussi sur la paix et la prospérité, cité au début, mais on a bien constaté que l'Union européenne est aussi menacée. Et se sent menacée de l'extérieur. Donc, il y a aussi de plus en plus des discussions sur la sécurité. Les livres que j'ai fait avec Antonella, là, encore un discours de sécurité qui est croissante. Ça constate bien ça, qu'au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, il y a cette prise de conscience qu'il faut faire quelque chose pour la sécurité. Et aussi au niveau de l'ESA, ce qui était à l'origine des buts exclusivement non militaires, c'est devenu une politique défensive. C'est ce que je constatais à l'ESA. J'ai fait beaucoup d'entretiens avec des personnes là-dedans. Et aujourd'hui, vous trouvez des programmes militaires dans l'ESA qui sont défensifs. Mais on sait bien que Galileo, Copernicus, Galileo c'est bien pour positionner votre portable, mais ça peut aussi guider une missile. Donc, bon, vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire. Les buts, c'est pas l'agression surtout, le but c'est défensif, mais ça a quand même bien changé si on compare ce qui s'est passé sur ce qui étaient les valeurs de fondation de l'ESA. Et au niveau national, la séparation est encore plus claire. Que les militaires, s'il y a un programme spatial, a assez souvent eu aussi un fort impact sur le programme spatial. Ça peut être pour informer les militaires sur les positions sur ses propres positions, ses propres positions de l'adversaire. Mais la technologie est bien capable de faire les deux, civil et militaire. Donc, surtout en France, on sait très bien que la politique, l'infrastructure spatiale va aussi servir pour les militaires.
Je pense qu'il y a eu aussi entre-temps un changement à un niveau de l'opinion publique, parce que traditionnellement, c'est vrai, les valeurs des institutions européennes sont ceux de la paix, mais aussi nous sommes très attachés à des questions de légitimité démocratique, et beaucoup de populations au sein de différents États membres de l'Union européenne, mais en Europe en général, ont toujours eu une propension pour le maintien de la paix. C'est quand même une valeur très très ancrée. L'opinion publique est en train un peu d'échanger, et il y a de plus en plus des insécurités qui amènent aussi un débat, je pense, au sein de la société civile, et donc des idées qui avant on ne veut même pas prendre en considération, ils commencent à avoir plus d'amplitude, parce que oui, nous sommes très attachés aux utilisations de l'espace pour des finalités civiles, mais si les autres ils sont en train de s'armer, on risque de rester derrière. C'est un peu l'argument que j'entends. Donc, pour une question de sécurité, même dans l'opinion publique, on commence à avoir un changement un peu, j'ai l'impression, au niveau européen. Et à part cela, il y a un peu ce que tu disais aussi, Thomas, c'est les grains. C'est une zone un peu grise, parce que quand on parle des défenses, comme tu disais, ce sont les mêmes technologies qui créent, par contre, permettent d'attaquer d'autres pays. Et c'est bien de faire la distinction au niveau des politiques de ceux qui on parlait de cela, militarization versus weaponization. Donc, mettre à disposition des technologies spatiales qui ont des finalités militaires, mais du coup, pour la base, qui peut des finalités de défense, mais quand cela devient vraiment mettre dans l'espace des potentiels armements et faire devenir l'espace un domaine de guerre, comme dans les passés on avait la terre, les mers et l'aviation comme dernière. Donc c'est très difficile. Il y a beaucoup de littérature sur cette distinction. Il y a des définitions qui sont données pour dire une technologie qui est vraiment conçue pour créer un dommage à un autre acteur dans l'espace, un autre sujet, c'est une arme. Les autres, non, ce sont des dispositifs qui ont d'autres finalités. Mais c'est compliqué. Une fois qu'on va dans qu'on met les pieds de ces côtés, c'est les mêmes technologies. Donc, c'est un certain temps un équilibre entre, j'ai connu les pays de l'Est et puis les États-Unis. Il y a eu beaucoup plus d'acteurs maintenant dans l'espace. Je parlais tout à l'heure de Bip Bip que j'avais eu quand j'étais tout petit. Est-ce que cet équilibre n'est pas en train d'être complètement ébranlé, qui fait qu'il n'y a pas de loi, il ne sert pas grand-chose, il y a un flou qui arrive qui peut faire changer pas mal de choses. Alors, au niveau de la météo et tout ça, il a viré déjà pas mal de monde. Est-ce qu'on n'est pas dans les prémices, comme en 1939, je ne sais plus, j'ai cherché Alan Turing quand est-ce qu'il avait développé, je ne me souviens plus. Mais l'avancée technologique est telle actuellement qu'on a l'impression dans une avant-guerre, si vous voulez, de 39-45, avec des gens qui sont le doigt sur la gâchette, plus que alors, la météorologie, toute la recherche scientifique, ça passe presque secondairement actuellement. Est-ce qu'on n'est pas à un point de rupture? Je vais répondre avant encore sur la question de l'utilisation des engins spatials pour les buts militaires. Et la personne qui a posé cette question-là, je recommande vraiment que vous regardiez ce livre-là, The Militarization of European Space Policy. Et dans l'introduction, j'ai écrit il faut s'assurer que cette technologie-là, qui on met en espace, qui sont pour les buts défensifs, ils sont vraiment utilisés que pour la protection et pas pour les autres buts, par exemple la classique. Et je pense que c'est quand même important que au moins l'Union européenne tient ce discours-là de la paix et montre aussi l'exemple que l'espace peut
aujourd'hui dans l'entretien aux États-Unis, où les discours militaires ou dominatrices est beaucoup plus fort qu'ici. Mais moi je dirais quand même l'espoir avec le spatial, c'est que c'est pas juste comment je peux dire, c'est pas juste une continuation des conflits géopolitiques qui ont sur la Terre. Il y a quand même des choses qui sont très très différentes dans le spatial, dans l'espace. C'est déjà très très dangereux. Donc mon argument ce serait quand même que si on est dans l'espace, c'est pas très important si vous êtes russe, américain, français ou je sais pas quoi. Il faut survivre. Il faut survivre ensemble. Et ça vous pouvez pas faire si vous vous tirez dessus. Donc il y a aussi la question peut-être plus longtemps, est-ce que si on veut vraiment penser dans la direction d'une civilisation interstellaire, est-ce qu'on peut faire ça seul? Probablement pas. Donc on a besoin un de l'autre. Et mon espoir, c'est quand même, je pense c'est aussi pourquoi ça a assez bien marché en Europe. Parce qu'on a vu que c'est trop cher, et c'est aussi, on ne peut pas faire seul. Et ça, c'est mon espoir. Vous avez raison, le monde est devenu beaucoup plus instable que c'était avant. Et qu'on a beaucoup plus de choses qui bougent dans les directions qu'on a déjà pensé plus possible. Mon espoir reste que le spatial peut rester un exemple où la coopération est possible, nécessaire et souhaitable pour l'avenir. La station internationale, ça c'est un très très bon exemple, je trouve. Moi j'aimerais... Oui, très 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 optimiste. Et j'aimerais bien voir le même concept de la station spatiale sur la Lune, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les concepts de Jan Böhrn, l'ancien... Normalement, c'est lui qui aurait dû être là aujourd'hui, qui a développé les concepts de village sur la Lune. Donc, un concept exprès civil. Donc, l'idée que tout le monde contribue ce qu'ils peuvent contribuer sur une base lunaire. Et à côté, ils peuvent faire ce qu'ils veulent militairement, ils vont le faire. Pas de problème. Mais si vous voulez rester sur la Lune, il faut tout ce qu'il y en a sur toute l'intelligence, toutes les ressources qu'il y en a pour survivre là-bas. Et ça, c'est quand même un concept qui est autre que on se tire les fusils nucléaires là-dessus dans l'espace. Donc, moi, je ne vois pas ça comme un avenir très souhaitable. Une question, messieurs, dames? Oui. Alors, une dernière question, du coup. Ce n'est pas une question. Non, mais ce n'est pas une question. Non, ça n'est pas une question, c'est plutôt un remerciement pour cette conférence et la richesse de ce que vous nous avez apporté. Et moi, j'ai un vœu peut-être à faire, c'est que ici, on a sans doute un public de passionnés, mais je pense que ces problématiques, il faudrait qu'elles soient portées beaucoup plus largement dans le débat public. Je pense que effectivement, nos gouvernants sont bien au fait, nos dirigeants, qu'ils soient civils ou militaires, sont bien au fait, mais je pense que la démocratie devrait s'enrichir de ce débat-là aussi, certainement. Après, moi, je pense qu'on ne peut que souscrire à votre philosophie et votre force qui consiste à prôner les valeurs européennes, enfin celles qui ont été portées depuis le début, mais ça c'est la force de nos idées, elle nécessite aussi d'avoir de la force aussi. Hein, on le voit bien aujourd'hui, on parle d'Europe de la défense. Là, je pense qu'au niveau du spatial, il va falloir bouger. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas être plus bavard. Je suis un peu intéressé par aussi les questions de gouvernance, parce que moi, je suis juriste, je ne suis pas du tout scientifique. Alors ça, c'est vraiment intéressant, ces questions de gouvernance, parce que là, aujourd'hui, on voit bien, monsieur a parlé de rupture, mais on n'est plus dans un monde où le droit, malheureusement, on a l'impression que le droit est en train de s'effacer derrière la force.
Et là, c'est le sujet principal voilà. Enfin, en tout cas, merci beaucoup parce que c'était une très belle conférence. Merci. J'ai juste un petit commentaire parce que là, c'est tout un autre sujet qu'on pourrait approfondir et ce serait avec plaisir. C'est un peu le problème du droit international, c'est son enforceability, la possibilité de les mettre en œuvre et de l'implémenter. Oui, de l'implémenter parce que nous n'avons pas, c'est pas comme dans les droits nationaux dans lesquels nous avons une structure hiérarchique avec des pouvoirs publics qui sont au-dessus des pouvoirs des individus et même si soumis à la règle des droits et l'état des droits, ils ont le monopole de l'usage de la force. La communauté internationale, c'est une communauté d'États égalitaire et souveraine. Et il n'y a pas une instance supérieure qui peut sanctionner une violation d'une règle juridique internationale. Donc, effectivement, les problèmes, c'est nous avons des instances comme les Nations Unies, nous avons la possibilité de nous retrouver, discuter, mais là où il n'y a plus de discussions, où il n'y a pas d'accord, c'est un peu les blocages qu'on trouve au niveau des Nations Unies actuelles, fait que la tentation de dire ceux qui ont plus de force, ils peuvent imposer leur volonté sur les autres. C'est une tentation forte, c'est une tentation humaine. Et c'est ce qui, selon la coopération, peut un peu nous faire virer dans l'autre direction. Mais c'est un débat très, très fascinant pour nous juristes. Donc, effectivement, c'est aussi très, très large. Je m'arrête là. Merci en tout cas pour la question. Et c'est ainsi que se finit notre soirée. Merci Antonella Pagani et Thomas Ferber. Merci à vous. Merci à tous les deux, beaucoup. Merci également à notre public. Bonne soirée à vous et à la semaine prochaine.